Bonjour Dylan Thierry. Bonjour. Je tiens à te dire félicitations. T'as repassé le cap? C'est-à-dire? T'es venu te voir? Bah non. Félicitations parce que t'as assez d'argent sur tes comptes. D'accord. Assez d'argent sur tes comptes pour ne pas m'avoir demandé 10 000 € pour cette interview. C'est vrai, je tiens à dire, je t'ai demandé, je crois que je t'ai demandé 10 000 € pour venir te voir, ouais. Et pourquoi tu as décidé de venir? Pourquoi tu m'as sollicité pour cette interview? C'est vrai que ces 7 dernières années, tu m'as demandé plusieurs fois pour venir et je t'ai toujours refusé. Ça fait longtemps que je t'avais pas invité. Hein. Ça fait 6 mois. 6 mois? Moi, c'est 6 mois. Attention, j'ai les messages. 6 mois? Je sais pas si c'est 6 mois, mais c'est vrai qu'on l'a contacté pour le faire réagir dans Aja, mais c'est pas pareil. Ah d'accord, ok. Mais pour Aja, oui, bien sûr, parce que c'est normal. Quand il y a un sujet d'actualité, il faut poser la question aux principaux intéressés pour qu'ils puissent s'exprimer. Ouais. J'ai aucun sujet sur lequel je suis tabou. Je peux parler de absolument tout. Ok. Donc on va pouvoir parler de tout. Ouais, ça veut dire que je suis mal à l'aise sur aucune question. Ok. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire t'es un escroc, t'as fait ci, t'as fait ça, je te dirais ça, ça et ça. Le truc, ce qui est important, tu sais, c'est toujours d'avoir les deux versions. Moi, on m'a appris dans la vie que il faut toujours avoir les deux versions parce que tu peux être totalement à gauche et si tu as la version de droite, ensuite tu vas être à droite. Et moi, souvent, ils n'ont pas ma version. Jamais ils ont ma version parce que je ne m'exprime pas sur des sujets qui sont ridicules. Qu'est-ce qui est ridicule? Pour ma part. Si par exemple, demain, par exemple là, on m'accuse par exemple d'escroquer des gens ou de faire des cagnottes trompeuses et tout ça, ou si demain on m'accuse de pédophile ou autre, je ne vais pas répondre parce que c'est trop ridicule. Okay. Tu vois, quand on m'a dit que j'étais homosexuel et que je couchais avec des vieux, j'ai jamais répondu à ça parce que c'est trop ridicule. D'accord, mais parler de publicité pour le CPF, parler de gélules qui guérissent les cellules cancérigeuses, parler de contrefaçon, parler de cagnottes pour lesquelles on n'a pas de bilan, c'est ridicule pour toi? J'ai pas dit ça. Ça, c'est toi qui le dis. C'est une question. Ah non, c'est pas ridicule, non. C'est pas ridicule? Non. Donc je pourrais aborder tous ces sujets-là? Bien sûr que tu peux, je suis là pour ça en même temps. Ok. Donc on va aborder ensemble tous ces sujets, mais dans un premier temps, pour moi, c'est toujours très important de commencer par les bases. Okay. Voilà, quoi qu'il arrive, je te le dis, durant cette interview, tous les sujets ne vont pas te faire plaisir, mais à partir du moment où j'ai carte blanche, je me permettrai de les aborder. Vas-y. Ouais. T'es né en Belgique? Je suis né en Belgique, ouais, à la frontière du Luxembourg. C'est bien ça. Ouais. Ok. Et t'as posté... Je peux parce que je sais que tu es suivi par beaucoup de musulmans, je peux souhaiter un bon ramadan à la communauté? Oui. Voilà, je voulais vous souhaiter à tous un bon ramadan. Avant de commencer cette interview, j'ai décidé de répondre à toutes les questions que vous me posez tous et je voulais vous souhaiter à tous un bon ramadan. Voilà. Donc tu es né en Belgique, tu as posté une photo de toi avec ta maman que j'aimerais te montrer, avec pour légende, à l'heure où nous bravions des épreuves, l'heure où nous surmontons des obstacles, à cette époque où chaque jour passé était une victoire, cette époque laisse une trace indélébile sur moi. J'aimerais te demander quelles épreuves vous avez bravées avec ta maman. Je tiens à dire que c'est le ramadan et je suis malade. Et du coup, tout est très sensible. Et de fait, juste d'avoir vu la photo de moi et ma mère, ça m'a directement touché. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle est sur mon Instagram. Et du coup, la question c'est... Quelles épreuves vous avez bravées ensemble, pour rebondir sur ta légende? Ça a été très dur pour moi et ma mère. J'étais enfant unique du côté de ma mère. Parce que mon père est parti quand j'avais 1 an. Et ils m'ont eu très jeune. Ma mère avait 18 ans, mon père en avait 19. Et c'est dur pour une femme célibataire qui élève un enfant tout seul. Et du coup, ouais, la faim était là, mais le toit était là aussi. On a été dans des foyers, ça a été très compliqué pour ma mère. Ouais. Sur des foyers? Ouais, on a été dans des foyers pour femmes célibataires qui n'avaient pas forcément de logement. Ma mère a beaucoup, ça a été très dur pour elle. Ouais, ça a été très dur parce qu'elle était jeune, 19 ans, avec un enfant. À l'époque, c'était compliqué pour elle. Tu as posté aussi une photo avec une personne qui potentiellement est ton papa. Ouais, c'est mon père à gauche, ouais. C'est ton père sur cette photo? Ouais, ouais, et ma petite sœur, une de mes petites sœurs. C'est le papa dont tu parles qui est parti quand tu étais jeune? C'est ça, ouais. En fait, mon père, il est parti quand j'avais 1 an et ensuite, il me voyait une fois par an, une fois tous les 6 mois. Parfois, il disait « ouais, je vais venir te voir » et il venait pas et j'attendais à la fenêtre comme ça. Et en fait, j'ai toujours beaucoup aimé mon père parce que, en fait, vu que lui, il avait de l'argent, en tout cas plus que ma mère à l'époque, hein, je dis l'argent, il gagnait bien sa vie entre guillemets, parce qu'il travaillait beaucoup, il travaillait à l'Arbette et il faisait plus de 40 heures par semaine, c'était un métier très difficile. Et en fait quand il venait me chercher, il me ramenait au Quick, au McDonald's, dans des restos sympas et du coup je voyais mon père comme un héros.
qui me sortait pendant moins de 24 heures de chez moi pour me ramener dans un super endroit. Mais celle qui a vraiment fait le travail, c'est ma mère. Ma mère, elle a été là 24 heures sur 24. Lui, il a été là une fois tous les 6 mois ou une fois par an. T'as encore des rapports avec ton père? Ouais, ça faisait 3 ans et demi que je lui parlais plus et ça fait une semaine qu'on a repris contact, ouais. Ah, mais c'est tout récent. Ouais, Qui a fait le premier pas? c'est moi qui ai fait le premier pas. Pourquoi? Je pense qu'à travers ces voyages humanitaires et je pense qu'à travers la vie qu'on vit, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, tous ces morts, quand on voit ce qui s'est passé en Turquie, quand je vais à Madagascar, au Sénégal ou peu importe où je vais, il y a tellement de choses affreuses et tellement de choses dures qu'on voit sur les réseaux que un père et une mère, on n'en a qu'un ou qu'une. Et j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à mon père et que à ce moment-là, on s'en dispute. J'ai dit à mon père clairement que je voudrais pas que tu sois mort ou que je sois mort et que l'un de nous parte sur un froid. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de le recontacter. Et lui, il m'a dit clairement que si j'avais pas fait le premier pas, il l'aurait pas fait. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que c'est l'enfant qui fait de la morale à son père. C'est que la vie est trop dure et les choses sont trop horribles autour de nous pour se prendre la tête sur des broutilles. Parce que mon père, quand on s'est pris la tête, mon père et moi, c'était sur des conneries. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de choses bizarres. Il n'y a pas eu un vrai mal. C'est-à-dire que la vie est trop courte pour se prendre la tête pour des conneries. Et en légende d'une photo où tu étais adolescent, tu marques « On dirait pas, mais là je suis la pire version de moi-même, je vais rentrer dans des trucs, je vais taper tout le monde. T'étais en colère, ado, mais contre qui? C'était à quel moment ça doit être ça faisait longtemps à mon avis. Ça, c'est au moment de l'adolescence. Ok. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été la pire version de moi-même parce que durant mon adolescence, eh ben, tu as subi des choses durant ta jeunesse et ensuite tu te retrouves seul, entre guillemets, à un moment donné dans ta vie, tu te retrouves seul et quand tu n'as plus rien à perdre, eh ben, je pense que tu deviens la pire version de toi-même. Ouais. Tu parles de violence, mais quel type de violence? Violence psychologique, violence physique? T'étais un gamin violent? Ouais, je me battais beaucoup. Ouais. Quand j'étais petit, je me battais beaucoup. Je parlais pas très bien aussi, je parlais mal, je trouve. Beaucoup de gros mots et tout ça. J'étais un adolescent difficile. Ouais. Même tes parents, tu les insultais? Non, ça m'arrivait. Mais mon père, je le voyais pas. Et ma mère, ouais, j'étais méchant avec ma mère. Je lui ai fait subir beaucoup J'ai été difficile avec elle. C'était dur pour ma mère. T'as dit aussi que t'avais eu des pensées sombres, étant plus jeune. Ouais, alors ouais, là, il y a toute une histoire derrière. Ouais, parce que parler il y a toute une histoire derrière. Mais à quel âge t'as eu des pensées sombres? Je crois que j'avais 13-14 ans, ouais. Et pourquoi on a des pensées sombres aussi jeunes? Bah, par rapport à ce que tu vis. Ce que tu vis, t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Et du coup, t'as envie de partir, entre guillemets, tu vois. Et ouais, il peut y avoir des pensées sombres, ouais. J'aimerais te montrer un extrait vidéo. Il y a quelques années, au moment où tu faisais la Villa des Cœurs Brisés, j'avais reçu, comme à notre tradition annuelle, Lucie Mariotti, qui m'avait parlé de toi. Regarde et je te pose ma question juste après. Moi, j'ai reçu ces confidences de son enfance, qui, comme je le dis toujours, alors c'est une enfance clairement dramatique, hein, on est sur quelque chose de très très grave, de très sordide. Mais pour moi, c'est une explication, ce n'est pas une excuse. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un a subi le mal qu'il a l'excuse de pouvoir derrière le refaire subir. Ça n'est qu'une explication. On choisit après ce qu'on fait des choses. Ce qui est très compliqué vis-à-vis de Dylan, c'est qu'il en souffre énormément, il se punit beaucoup par rapport à ça, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Il n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu penses de ces explications à Lucie? Et qu'est-ce qu'elle veut dire par clairement dramatique et sordide? Elle a eu la décence de ne pas parler à ta place. Je pense que déjà elle a raison par rapport à ce qu'elle dit. Parce que Lucie, il faut savoir qu'elle est très forte, elle fait vraiment bien son métier. Et même ça ne serait pas son métier, elle le fait vraiment bien. Bah, c'est vrai, elle a raison, je me punis de quelque chose. J'ai toujours ce besoin de me faire du mal. Je suis un autodestructeur. Je me fais du mal à moi-même, ouais, tout le temps. J'ai besoin, et c'est d'ailleurs, je pense d'ailleurs pour ça que je suis rentré à l'armée, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des voyages humanitaires et tout, c'est parce que j'ai besoin de me faire du mal. Parce que je suis trop dans mon confort et j'ai besoin de saigner, entre guillemets. Tu souffres parfois? Je souffre quand je suis trop dans mon confort, ouais. Tu pleures parfois? Je suis le genre de mec qui pleure sous sa douche pour pas qu'on voit ses larmes, ouais. Tu craques souvent? Non, je craque pas souvent. Je craque par rapport à tout ce que j'ai
je vais pas faire le mec mais par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vois, je m'interdis d'être malheureux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avant que je trouve ma voie, par rapport au voyage militaire, ça va revenir souvent parce que c'est clairement ma voie, j'ai beaucoup souffert, ouais. Kéline, elle a vécu avec moi à un moment donné, elle a vu comment j'ai souffert, ouais. C'est vrai que tu as été à la rue à l'âge de 18 ans, que tu as Ouais. dormi dans des caves, Ouais, ouais. que tu devais te débrouiller tout seul, Ouais, c'est vrai. Ouais. un peu comme un SDF. J'étais SDF, ouais. Ouais, mais personne ne le sait, ça. Parce que quand tu viens du Luxembourg et que t'es blond aux yeux bleus, tu te dis non, c'est impossible. Mais ouais, j'ai dormi dans des caves, ouais. Je dormais dans une cave au Luxembourg et j'avais tous mes vêtements là et je dormais sur mes vêtements, entre guillemets. Je pouvais pas me doucher et tout ça et j'allais toujours au H&M m'acheter une chemise à 10 € pour avoir quelque chose de frais parce que je travaillais en boîte. Et un jour, j'ai un papier devant la cave, devant l'entrée. Et après, en gros, c'était appelle-nous. Je rappelle, appelle-nous, je rappelle. Et c'était un numéro, c'était pas le numéro de la police, tu vois, c'était un numéro normal. Et moi, j'appelle, je dis allô, c'est Dylan. Ils me disent ah, ok, on arrive. C'était la police en fait. J'arrive et ils prennent toutes mes affaires qu'il y a dans la cave et ils les mettent devant la porte. Et moi, je regarde le policier, je lui parle en luxembourgeois et je lui dis mais je sais pas où aller. Je suis à la rue et tout. Il a dit ça, c'est pas notre problème. Tu peux pas dormir dans la cave. Je dis ah, ok, c'est comme ça. Ok. Et là, j'ai compris que j'étais tout seul. C'est une vraie forme de réussite de comprendre qu'on est tout seul. Tu réussis dans ta vie au moment où tu sais que tu es tout seul. Souvent, les gens ils pensent qu'ils ont des amis, ta mère, ton père, ton cousin, machin, ton mec ou ta meuf. Parce que je te regardais, t'as vu, j'ai dit ton mec. Mais en fait, t'es tout seul. T'es tout seul, t'es vraiment tout seul. Et quand tu comprends que t'es tout seul, c'est là où tu commences à réussir. Avant ça, tu réussiras pas. Tu penses pas qu'on peut réussir aussi en groupe, avec les autres? Non. Pour ma part, pour mon expérience personnelle, c'est quand j'ai compris que j'étais tout seul, absolument tout seul face au monde, que j'ai commencé à réussir. Même familièrement parlant? Tout seul. T'as des frères, des sœurs? J'ai 3 petits frères et 3 petites sœurs. T'as un demi-frère? J'ai 3 demi-frères et 3 demi-sœurs. Ok. J'aimerais te montrer une vidéo sur laquelle je suis tombé d'une personne qui se dit être ton demi-frère. Peut-être que tu ouais. l'as déjà vu. J'ai vu le truc passer, ouais, on m'a envoyé. Et je te fais réagir juste après. Ouais. C'est facile de dire ouais, moi j'ai eu une enfance difficile, ceci, cela, parce que mon père il m'a délaissé. Il dit que il a rien vécu du tout en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en fait, ce mec-là, il est hyper malsain. Parce que moi, et ça reste mon rêve. Après, moi, franchement, c'est pas, en fait, c'est pas de la jalousie que j'ai envers lui. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est juste que je l'aime pas. Ce qu'il faut dire, déjà, ce qu'il faut préciser, et tout le monde le sait, parce que déjà, il est pas aimé, c'est lui, il fonctionne qu'avec du bad buzz. En fait, il est prêt à tout pour être dans la lumière. Et en vrai, quand tu fais le calcul. Même à manger de la merde de chameau. Tout. Pour 120 000 €. Tous les événements qui ont fait parler de lui, c'est des événements qui n'ont aucune valeur et c'est que du bad buzz, en fait. Je vais te parler français. Il y a des choses tellement sérieuses qui arrivent là, quand on parle de ma famille, de mes petits frères, de mes petites sœurs. Je suis assez connu pour qu'on sache si c'est mon frère ou pas. Bah, je te pose la question, justement. Je pense que tu as la réponse, mais non, c'est pas mon frère, je sais même pas Ah qui non, c'est. non, je ne l'ai pas la réponse. Ah, ok, mais je ne sais même pas qui c'est. Moi, je t'ai dit, cette personne se présente être comme ton demi-frère. Pour que tu comprennes ce que les gens sont prêts à faire pour avoir 2-3 clics. Non, mais parce que si c'est pas ton demi-frère, cette story est grave. Mais c'est très grave. Mais tout ce qui se dit sur moi est très très grave. Et encore plus grave que ça. Ça, c'est juste un petit abruti qui a envie de faire du buzz et qui dit que je mange du caca de chameau. C'est super drôle, ha ha ha. Mais c'est quand même quelque chose de très grave. Non, moi, je trouve pas ça drôle, je trouve ça grave. Donc- Contrairement à ce qu'on dit sur moi, ce qui arrive là dans ton interview, ça c'est très grave. Ça, je le vois comme un petit con. Tu sais qu'il veut faire du buzz sur le nom de Dylan Thierry. Mais c'est Ouais. qui lui? Je sais même pas qui c'est. Mais après, tu sais, c'est pas un fait isolé qui veut dire que tout le reste est complètement faux et tout le reste n'existe pas. On est là pour parler français, on se parle français. Hein. Bien sûr. Ouais. Ok? Parce que j'ai cru comprendre que, quelque part, avec cette vidéo, c'était un moyen là pour toi de dire, bah, en gros, tout ce qui va arriver après, c'est faux. Bah c'est faux. Ah, mais tu sais même pas ce que je vais te dire. Je m'en doute un peu, je suis pas abruti non plus. Ok. Mais c'est totalement faux. Mais on pourra rentrer dans les détails quand À même. fond, à 100%, ouais. Ok. Je suis là pour ça. Tu nous annonces que c'est faux maintenant. Tu parles français comme moi, je parle français. Exactement, tu parles français, je vais parler français et je pourrais te mettre face à certaines recherches que j'ai faites. Ok. Bien sûr, vas-y, à Et tu fond, ouais. pourras nous répondre. Mm. Je suis tombé sur un tweet d'une journaliste qui s'appelle Constance Villanova qui a écrit: on m'a glissé à l'oreille que Dylan Thierry devait sortir un livre avec Gilles Verdez, mais que la maison d'édition a annulé ce matin le projet. Par la suite, la maison d'édition qui est Solar a également confirmé l'information de Constance Villanova. Tu devais écrire un livre qui s'appelle Mon Histoire, c'est ça? Je devais pas écrire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, il est terminé. C'était 1 an d'écriture constant pour la personne. Moi, j'ai juste rédigé et la personne a écrite. Et il n'est pas annulé, il est reporté. D'accord. On va faire une pierre deux coups, on va le sortir à un moment donné où on va sortir 2 choses en même temps. Alors, juste pourquoi la maison d'édition Solar a confirmé l'information de la journaliste? Je sais pas du tout, parce que moi, je suis en contact avec eux et eux, ils ont répondu à absolument rien.
C'est pas parce qu'on te dit que eux ont confirmé qu'ils ont vraiment confirmé. Et la journaliste là, je la connais, elle est, ouais, c'est pas. C'est une très bonne journaliste. Ouais, le Parisien, regarde, c'est un très gros journal. Pourtant, ils disent des fausses rumeurs sur moi. Et pourtant, Mais c'est un alors- très gros journal. Mais alors, on va revenir sur les rumeurs, on va revenir aussi sur des faits. Après, il y a des êtres humains qui sont derrière les journaux et qui sont derrière les médias. Et par définition, toi qui es très proche de la religion, tu sais que l'être humain est imparfait. Bien Donc sûr. donc les erreurs, par définition, elles peuvent arriver. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, la maison d'édition? Comment ils ont justifié le fait que cette autobiographie qui devait sortir ne sort pas maintenant? Et je voulais savoir si tu penses que ça pouvait avoir un lien, parce qu'en ce moment même, tu te retrouves visé par plusieurs plaintes pour abus de confiance. Il y a Certains zéro- t'accusent d'escroquer des Ouais. abonnés au travers de placement de produits douteux, etc., des voyages humanitaires. Je me demandais si ça pouvait pas être une raison. Ouais. Moi, j'ai été d'accord pour reporter le livre, parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure période, là, actuellement. Il y a, même si je suis tout autour de l'actualité, il n'y a rien de très actuel, sympathique pour moi en ce moment. On a préféré attendre à un moment donné, un moment stratégique, tout simplement. On va pas sortir le livre dans un bad buzz, c'est illogique. Bah pour le coup, t'en aurais vendu beaucoup. Beaucoup, ouais. Donc en termes de stratégie, c'était hyper intéressant de le On le fait sortir pas que maintenant. pour l'argent. Il y a aussi le côté humain dedans, et on veut que les gens le lisent vraiment, ce livre et tout ça. Et pourquoi Gilles Verdez? Ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Parce qu'il y a toute l'équipe qui a derrière. Touche pas à mon poste, Cyril et tout ça. Mais quel rapport avec Cyril Hanouna, Gilles Verdez Parce et qu'après- ton autobiographie? Parce qu'après, on va en faire la promotion sur C8 et tout ce qui va avec, tu vois. Il y a un reportage qui arrive aussi qui va être diffusé. Mais est-ce que Gilles Verdez a coécrit cette autobiographie? Est-ce qu'il a fait la préface? Quelle était son implication Il dans a cet écrit. ouvrage? Pendant que moi, j'étais au téléphone en train de dicter des choses et tout ça. C'est lui qui a écrit le bouquin en fait. Ouais. Il était ton prête-plume. Ouais. Je m'y connais pas trop en mots et tout ça, près de plume et tout, mais ouais, c'est ça. En gros, il a écrit le livre, quoi. Ça s'appelle un prête-plume. Ah d'accord, je savais pas. Ouais. Et qu'est-ce que tu devais faire avec Cyril Hanouna, C8, etc. Bah c'est toute l'équipe qui a derrière. Après, on va partager le livre là, on va en parler. Après, j'ai un reportage qui va sortir aussi. Sur C8? C'est confidentiel, ça. Parce qu'on doit voir encore le meilleur endroit pour le sortir. Mais ouais, c'est Gilles Verdez qui a écrit le livre, ouais. Est-ce que tu penses que ce livre a été retardé parce que c'est factuel, au moment où on parle, tu es visé par une plainte. Il y a 5 personnes qui ont porté plainte contre toi pour abus de confiance. Ouais. C'est une plainte contre X. Tu es cité, tu es visé directement dans cette Ça, plainte. c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux, hein. Moi, je suis dans la vraie vie, il n'y a pas de plainte. Alors, non, c'est ce que je vois par exemple sur un média comme Libération. Ouais, mais Voilà, Libération, je me permets juste, je Ouais, finis, vas-y, qui a vas-y. expliqué que tu risquais jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Et Ah ouais. l'article est bien détaillé. Super. Ça te fait quoi? Ah, ça me fait rire, parce que c'est totalement faux. Moi, je suis en France, là, t'as vu, t'habites en France, t'es à Paris. Je suis pas coincé à Dubaï à me cacher dans ma cave. Je suis à Paris, je voyage au Luxembourg, je reviens de la Palestine. J'étais il y a 3 mois à Madagascar, il n'y a pas de plainte. J'ai des avocats qui sont bien placés, il n'y a pas de plainte. Il y a une enquête en cours. Si tu veux, mais moi je Mais te non, dis... c'est pas que je veux, c'est que je te Non. le confirme. Non, mais moi je te confirme parce que c'est mon sujet. Moi, j'ai pas été contacté, mon avocat il est derrière, il n'y a pas de plainte. Alors, la justice, c'est long. En France, les enquêtes sont longues. Les Ouais. actions des commissariats, etc., sont longues. Si tu veux qu'il y a des plaintes, il y a des plaintes. Hein. Mais moi je te dis Non, qu'il n'y a pas de je- plainte. Je te dis juste, peut-être que Tu sais, c'est quoi la plainte? Celle qui aurait été déposée, c'est une plainte pour manque de transparence. Tu sais à quel point elle est bidon cette... pour abus de confiance. Non, c'est manque de transparence. Alors, l'intitulé de la pièce, de la plainte, c'est abus de confiance. Peut-être que dedans, on te reproche du manque de transparence. Et donc, c'est quoi l'objet de cette plainte, puisque tu as l'air au courant? Bah, c'est tout simplement pour se protéger, je Mais- pense. Qui a porté plainte? À ce qui paraît, hein, parce que c'est toujours à ce qui paraît, il y a rien, encore une fois, je te le dis, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien qui est sorti et tout, mais sur les réseaux sociaux, il y a toujours beaucoup de trucs, tu sais. Là, moi, je Si, parle si. pas des réseaux, je parle de Si, Libération, Le Parisien, etc. C'est les réseaux. Hein. Tu sais, si tout ce que sur moi se disait était vrai, à un moment donné, il faut me mettre en prison, le mec, non? Alors, je répète juste ma à un question. moment Qui donné, a porté plainte? À ce qui paraît, la vice-présidente a porté plainte Oui, pour manque de transparence. oui, je te confirme cette information. La trésorière aussi, de ton association Bah, pour ils nos sont enfants. sont en cousine, ouais, c'est les deux en même temps. Ouais. En tout cas, c'est 2 individus Ouais. différents et 3 donateurs. Mm. Voilà. D'accord. Mais on reviendra dessus un Comme petit tu peu veux, plus tard. je peux t'en parler maintenant ou après, comme tu veux. Bah, je préfère qu'on suive, si ça Ok, ne gêne vas-y. pas, Non, non, y a pas de souci, ouais. l'historique Ouais. pour qu'on puisse aller, Ouais, bien sûr. pas crescendo, mais pour qu'on puisse comprendre depuis le début, tu vois, on est parti de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, vas-y. Si tu es OK de Ouais, suivre bien ça. J'aimerais te parler de religion, parce que tu vois, dans ton introduction, tu t'es adressé aux musulmans en cette période sainte de Ramadan. La religion, c'est une facette de toi qui est omniprésente sur tes réseaux sociaux. À quel âge tu t'es converti à l'islam? Moi, je me suis converti à l'âge de mes 16 ans. Ça fait 12 ans que je suis musulman. Et ma deuxième photo sur Instagram,
c'est une photo de ma mère et moi à la Mecque. Ça veut dire que moi, je ne suis pas rentré dans l'islam pour un buzz ou quoi que ce soit qu'on peut voir sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui le font pour le buzz, tu penses? Je ne vais pas juger parce que justement, on n'est pas là pour ça, mais clairement, si on parle français, je pense qu'il y en a des qui sont musulmans que pendant le ramadan, quoi. Ou juste pour vendre des abayas derrière ou vendre des dates. Tu fais référence à qui? Je vais pas citer de nom, tu as vu, la première fois que tu m'as contacté, je t'ai dit, j'aime pas critiquer les autres. Je suis pas là pour critiquer les autres. Mais moi, on peut pas me reprocher d'être musulman un mois sur l'année. Je suis musulman toute l'année et je suis musulman depuis 12 ans. Ma mère porte le foulard, ma mère est musulmane, mes petits frères sont musulmans. Je suis parti à la Mecque plusieurs fois. Tu vois, je fais tout par rapport à l'islam. Tu as écrit « Je te dois ma vie » en parlant de ta mère et une reconnaissance ultime de m'avoir ouvert les yeux sur cette belle religion qui est l'islam. Ta maman, elle est elle-même hein, convertie. C'est ça? C'est ça, ouais. C'est quand elle a rencontré ton beau-père. C'est ça, exactement, ouais. Toi, tu étais assez jeune, tu avais 6 ans. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. 6 ou 7 ans, Ouais. si je me trompe pas. Ça, et tu as choisi un prénom, parce qu'au moment où on se convertit, toi, tu t'es converti à quel âge? 16 ans. 16 ans, tu as choisi le prénom de Bilal. Bilal, ouais. Pourquoi? J'ai choisi le nom de Bilal parce que tout simplement, à l'époque, ma mère, elle subissait énormément de racisme. Le fait qu'elle porte le foulard et tout ça, c'était dur pour elle. Et elle voulait pas choquer tout le monde à l'école, le fait que ça passe de Dylan à, je sais pas, par exemple, Mohessine ou Mohamed ou peu importe. Et on a décidé de juste changer 2 lettres dans mon prénom. Et c'est devenu Bilal. Et Bilal, il y a une belle histoire sur Bilal dans l'islam. Tu vois, C'est le premier converti, hein? C'est pas le premier converti, c'est le premier à avoir appelé les gens à la mosquée, à venir prier, tu sais. Ok. Il avait une belle voix, c'était un ancien esclave qui s'est fait torturer, qui a été racheté par un musulman, parce qu'à l'époque on achetait les esclaves, et il a été racheté par un musulman pour pas qu'il soit tué. Et du coup, quand il a été racheté par le musulman, ça a été le premier à appeler les gens à la prière. Et c'est pour ça que l'histoire elle est belle, Dylan, Bilal. En parlant de ta conversion, tu as dit « j'avais besoin de discipline ». Avec l'islam, l'alcool est interdit, la drogue aussi. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cette foi, si tu n'avais pas eu cette appétence vers cette religion, tu aurais pu tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans des dérives? Je pense que oui, je pense que si j'avais pas l'islam, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne serais vraiment pas l'homme que je suis aujourd'hui, ouais. Je serais une version noire de moi, ouais. Tu as dit aussi, c'était en 2020, dans la religion musulmane, rien ne passe avant Dieu, même pas un hobby, même pas tes parents, même pas tes frères et sœurs, rien. Est-ce que ça signifie pour toi que la religion passe au-dessus de ta mère? Ouais, la religion passe au-dessus de ma mère. La religion passe avant tout. Après, je suis loin d'être parfait, hein. J'en ai commis des erreurs et tout ça, surtout des erreurs de parcours. Mais la religion, pour moi, passe avant tout. La religion, pour toi, est-ce qu'elle passe au-dessus des règles, par exemple, de notre société? Ouais, la religion, elle passe avant tout, ouais. Tout. Au-dessus des lois? Ouais, tout. Moi, c'est la religion avant tout, ouais. Après, la religion, elle n'est pas contre les lois, tu vas loin, là. Non, c'est une question. Non, mais la religion, elle est... On est... Dans la religion, déjà, il faut respecter les lois. Tu vois ce que je veux dire? Si j'habite en France, je respecte les lois françaises. Et ouais, la religion, pour moi, elle passe avant tout. Tu vois, c'est la base pour moi, la religion. La religion, est-ce que c'est quelque chose de personnel pour toi? Moi, je trouve plutôt que c'est quelque chose qui se partage. Moi, la religion, justement, c'est rare que je pratique ma religion tout seul. Je trouve que c'est plutôt quelque chose qui se partage. En tout cas, moi, on me l'a partagé et je la repartage et je trouve que c'est quelque chose qui se partage. Est-ce que tu penses que la religion, pour toi... Elle arrive quand, la question piège? Il n'y a pas de question piège. Il n'y a pas de question Vas-y. de piège. Je pense que c'est la question que beaucoup se posent, justement. Dans ce cas-là, beaucoup voudraient te piéger. Est-ce que la religion, tu penses que c'est un levier de communication pour toi, sur les réseaux aujourd'hui? Pas du tout. Je pense que c'est totalement l'inverse. C'est un levier de communication pour certains, parce qu'aller à Abu Dhabi, mettre un foulard et faire une photo devant la mosquée, ça c'est génial. Mais partir en Palestine, parler d'islam tous les jours, parler avec un imam et faire des lives, prendre le fait que mon Instagram a failli sauter durant ces lives, faire interviewer Tariq Ramadan, je pense que c'est pas très... On gagne pas avec ça. Alors, on gagne vis-à-vis de Dieu, nous les musulmans, mais ici-bas, on gagne pas. Tu viens de citer trois sujets dont je vais te parler, mais avant, je voulais te faire réagir à une citation. C'est le média Franc-Tireur qui rappelle, donc je cite, que tu incites, c'est ce qu'ils écrivent, hein, toutes les femmes à porter le voile malgré le regard des autres. Seul le regard de Dieu importe au fond. Vous êtes belle, vous êtes pieuse, alors ne laissez personne vous empêcher de le porter. Est-ce que tu penses, Dylan Thierry, être une personne adéquate, légitime pour conseiller des femmes dans leur choix? Je pense pas être la meilleure personne pour
motiver nos sœurs à porter le foulard, mais je motive toutes nos sœurs à porter le foulard s'ils le souhaitent. Je suis pour le foulard. Si les femmes elles ont envie de mettre un foulard autour de leur visage, elles ont le droit. Je sais qu'en France c'est très tabou, mais si je peux motiver des sœurs à porter le foulard, je les motiverai avec grand plaisir. Ma mère porte le foulard, je sais que c'est pas facile tous les jours, mais ouais, moi ça me dérange pas du tout que les femmes portent le foulard et je serai prêt à les motiver et je serai devant avec elles. Mais est-ce que tu penses que tu es la personne adéquate pour aiguiller les choix de femmes? Non, mais je suis une personne comme tout le monde et je peux en motiver quelques-unes à porter le foulard. Je sais qu'il y a des femmes du jour au lendemain, elles m'ont dit Dylan, merci, grâce à ce que tu mets, grâce à ce que tu écris, grâce à ce que tu partages, ça motive à porter le foulard. Okay. Donc oui ou non, tu es la personne adéquate? Je pense pas être la personne adéquate. Je suis pas un exemple de vie. Je pense que les imams sont des personnes adéquates, mais je ne pense pas être la personne adéquate à inciter les femmes à porter le foulard. Mais je suis un frère qui les motive à porter le foulard. Tu parlais justement des lives que tu as pu faire qui ne t'ont pas servi parce que tu as failli perdre tes réseaux sociaux. C'est ça, ouais. C'est avec l'imam Abed Al-Abidi, c'est ça, voilà. Il y a certaines jeunes filles, majoritairement, qui vous demandaient de les convertir en direct. On regarde un court extrait. Ouais. Qu'il n'y a de Dieu. Qu'il n'y a de Dieu que Dieu Mohammed et que est le Mohammed messager de Dieu. est le messager de Dieu. Paix et bénédiction sur lui. Paix et bénédiction sur lui. Félicitations. Bienvenue. Bienvenue. Allahu Akbar. Bienvenue. Merci. Oh, putain. Désolée, je suis émue. Moi, je trouve ça beau, hein. C'est magnifique, parce que cette femme, elle avait envie de se convertir, et le fait que cet imam soit présent et qui fasse en sorte que cette sœur se convertit à l'islam, c'est magnifique. Et on le voit, comme elle pleure et tout, c'est touchant. Mais t'as pas l'impression, quelque part, je me permets, qu'en faisant ça, tu contribues à désacraliser la démarche de la conversion? En faisant ça sur les réseaux sociaux, de cette façon-là, si facilement. Ouais, mais pour se convertir à l'islam, il suffit de dire une phrase, tu sais. C'est pas compliqué. Elle l'a dit, la phrase, elle rentre dans l'islam. Du moment que son cœur est pur et qu'elle veut rentrer dans l'islam, elle a juste cette phrase à dire pour rentrer dans l'islam. Donc pour toi, contribuer à convertir des jeunes femmes, des jeunes hommes digitalement, de cette façon-là, pendant le confinement, bon ça c'est l'environnement autour, on s'en fout à la rigueur, c'est ok. Si l'imam est présent et que lui dit qu'on a le droit et que ça se fait, oui, bien sûr que c'est ok. Sinon je ne l'aurais pas fait. Mais il y avait une recherche avant. Est-ce que vous posiez des questions à ces personnes-là, à ces femmes, sur leurs intentions, leur volonté, ou est-ce que c'est sur le simple fait d'une parole que vous croyez? C'est en fait la femme, elle échange avec l'imam en question, ou l'homme, parce qu'il y a eu des hommes aussi. Et ensuite, si elle veut se convertir, l'imam il lui pose des questions, si elle est sûre de son choix, si elle veut rentrer dans la religion islamique et tout ça. Et ouais, elle l'accepte et après elle se convertit à l'islam. Et c'est magnifique. Et est-ce que tu penses que ça doit se faire sur les réseaux sociaux? C'est une question. Durant le Covid, ouais, c'était la meilleure chose à faire. Parce que justement, durant le Covid, il y a beaucoup de gens qui meurent. Et s'ils ont envie de se convertir à l'islam avant de mourir, c'est une très bonne chose, ouais. Tu parlais de Tariq Ramadan, avec qui tu as fait des lives pendant le confinement. Alors Tariq Ramadan, il est présenté comme l'ambassadeur des frères musulmans. C'est ça, ouais. Hein, c'est ça, hein. On nous l'a remplacé par un abruti fini, ouais. C'est-à-dire? Charles Goumi. C'est qui? C'est un abruti fini. Mais qui est Charles Goumi? C'est celui qui remplace Tariq Ramadan. Ah, je ne le connais pas. Donc c'est ton jugement de valeur, je ne me permettrai pas. Lors d'un de vos lives, Tariq Ramadan en avait profité, donc, et ça c'est le média Franc-Tireur qui l'écrit, pour déverser sans contradicteur son fantasme d'un Occident raciste et colonial. Ma première question, elle est la suivante en lien avec Tariq Ramadan. Est-ce que tu connaissais son profil avant de faire des lives avec lui? Avec Tariq Ramadan? Ouais. Un minimum, ouais. Je le connaissais pas par cœur parce que c'est quand même quelqu'un qui a une grosse carrière. Qu'est-ce que tu savais? Ma mère, il faut savoir que ma mère, elle a appelé mon petit frère Tariq par rapport à Tariq Ramadan. Ouais. C'est quelqu'un, à l'époque, on le voyait sur France 4, M6, TF1, enfin on le voyait partout, Tariq Ramadan. Et c'est quelqu'un que nous, les musulmans, on admire beaucoup. Mais ce que je connais sur lui, à part que de ce que je vois de lui, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment bien. Et moi, je l'ai rencontré en face, c'est quelqu'un de vraiment bien. Voilà, c'est tout. Tu savais pas donc qu'il avait été jugé dans une affaire pour viol et contrainte sexuelle? Je savais, ouais. Pour des faits qui remonteraient à 2008. Ouais, c'est ça. Tu le savais? Toujours pas, il est toujours pas innocenté. Il a été incarcéré à 10 mois de prison en 2018 dans une affaire de viol. Ouais. Tu le savais? Totalement injuste, ouais. Injustement, ouais. Il avait déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la jeune femme en question. C'est ça, ouais. Il avait reconnu avoir rencontré la femme, mais affirmé avoir renoncé à avoir une relation sexuelle avec elle, selon ses avocats.
Tu sais, si aujourd'hui le monsieur en question s'appelle Tarek Ramadan, il est accusé de viol, s'il y aurait juste 1 seul % de chance qu'il serait coupable, il serait aujourd'hui en prison. Comment ça se fait que 5 ans après, il est toujours innocent et en liberté? Tout simplement parce qu'ils veulent pas lui donner son ticket d'innocent. Et ils le laissent poireauter comme ça. 5 ans étant en liberté comme ça alors que tu es accusé de viol. Et tu t'appelles Tarek Ramadan, à d'autres, s'il te plaît. Il est innocent. Et il va être innocenté, c'est une question de temps. Ok, donc tu es la justice. Je ne suis pas la justice, je suis juste quelqu'un qui est logique. Et t'inquiète pas, la communauté, ils comprendront. Ok, mais là c'est moi qui cherche à comprendre. Je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu te prends pour la justice? Non, je suis pas la justice. J'ai pas fait les études pour. Ok. J'aimerais te montrer une photo qui matérialise quelque part, et tu vas voir où ça va nous emmener, Ok. ton évolution physique. Ok. Ouais. Mais tu sais que... Ça a beaucoup tourné. Hein. Ouais, je sais. Mais en fait, c'est une photo sur koh où la photo, elle est mal prise, mais j'ai jamais vraiment changé. Tu regardes mes photos quand je suis petit et maintenant, j'ai la même tête. Tu sais, encore là, récemment, j'ai... Ouais, je l'ai vu, ouais. Non, en fait, c'est une photo prise sur koh. Tu sais, si je fais une photo comme ça, y a rien de ouf. Mais en fait, y a rien qui a changé, là. La barbe et le nez, c'est pas la folie, quoi, tu vois. C'est-à-dire la barbe et le nez? Bah, la barbe et le nez, j'ai de la barbe et j'ai refait le nez. T'as refait le nez, tu l'as refait combien de fois? Enfin, on me l'a cassé une fois, du coup, j'avais une bosse ici et je l'ai juste enlevé. Mais en fait, quand tu regardes les photos quand je suis petit et les photos de maintenant, il n'y a rien qui a changé. Parce que t'as dit, je regrette, en parlant de la chirurgie esthétique. Ouais. Je me trompe pas, hein? Je regrette, ouais. Je l'ai fait il y a 3 ans, j'étais jeune, j'avais un petit complexe, j'aurais jamais dû. Un homme ne doit pas retoucher son visage, une meuf, je comprends qu'elle a un complexe vis-à-vis de ça. Pourquoi, pour toi, un homme ne devrait pas toucher à son visage avec la chirurgie? Tu vois, ça c'est des erreurs de parcours, mais un homme comme une femme, je pense pas qu'elle devrait refaire son visage et tout ça. Tu sais, on a été créé comme ça, notre mère nous a fait comme ça, et Dieu nous a fait comme ça. C'est dommage de toucher à tout ça. Moi, je regrette clairement, ouais. Si j'avais une bosse sur le nez, clairement, je m'en fous, j'aurais pu la laisser, ça change rien. Des chirurgies qui avaient fait un petit peu polémique, rappelle-toi, en 2018, au moment où il y avait eu le scandale Mister Luxembourg. J'avais même fait une enquête, tu l'avais peut-être vu ouais, je l'ai vu, à l'époque, regarde. En fait, ce candidat a effectivement été candidat à Mister Luxembourg. Il n'a jamais été élu Mister Luxembourg, il a juste été premier dauphin. Confirmé par email, on peut aussi apprendre que... Outre sa mauvaise note au test de culture générale, Dylan Thierry ne pouvait pas remporter le titre de Mister Luxembourg du fait qu'il a modifié artificiellement son apparence physique. Fausses dents, fausse barbe, retrait de grains de beauté non dangereux et non disgracieux sur le visage et le corps, ce qui est interdit par le règlement. Pourtant, il a été destitué de son titre de premier dauphin. Que je précise bien qu'il n'a jamais été élu Mister Luxembourg, parce qu'il a à un moment donné prétendu qu'il avait été élu puis destitué. Non, il a juste été premier dauphin et il a été destitué du titre de premier dauphin. Pourquoi t'avais menti sur Mister Luxembourg? Parce que je voulais me venger de cet escroc. En fait, à l'époque, moi j'avais participé à Mister Luxembourg en 2018. Je sais que t'es contre moi, mais il faut quand même écouter la vraie version, tu sais. J'ai rien dit. Non, je sais, mais je sais que t'es... Tu vois, je sais que t'es un petit peu contre moi, mais il y a une histoire à ça, bah, pour le coup, j'avais raison sur le mensonge. C'était lequel, le mensonge? Mais tu n'avais pas été Mister Luxembourg, t'avais photoshopé ton écharpe. Ouais, c'est ça. Et tu le faisais croire à tout le monde. Ouais, je faisais croire à tout le monde. Non, j'ai dit la vérité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait Mister Luxembourg quand j'avais 18 ans. J'étais tout petit et tout ça, et j'avais perdu. Et ensuite, j'ai fait koh une fois, et il m'a contacté pour faire Mister Luxembourg. Et j'ai dit, écoute, je vais sortir de koh, je vais être amaigri, je vais avoir des boutons de moustique et tout ça. Il m'a dit, c'est pas grave, il faut que tu le fasses, Mister Luxembourg, t'as toujours voulu le faire et tout. J'ai dit, écoute, vaut mieux pas, c'est mieux qu'on le fasse l'année prochaine, on le fait l'année prochaine, voilà, il n'y a pas de souci et tout. Et il a insisté et tout, et j'ai dit, non, viens, on le fait l'année prochaine. L'année prochaine, bah, je refais koh parce que je l'ai fait 2 fois. Et il me dit, du coup, tu fais Mister Luxembourg avec nous cette année, machin et tout ça. Je dis, écoute, là, je suis en pleine montée de ma carrière, je suis sur TF1, je suis suivi par des millions, et je peux pas faire Mister Luxembourg, tu sais, je vais être à côté de moi avec des gamins qui sont fans, entre guillemets, de moi, tu sais. Et je dis, je peux pas perdre face à eux. Disons que t'avais les chevilles qui enflaient quand même à l'époque. Bah, tu sais, quand tu sors de TF1 et que tu fais un petit concours sur Mister Luxembourg, il y a quand même un degré quand même. TF1, c'est la France, c'est TF1, c'est des millions de spectateurs. Mister Luxembourg, c'est même pas vu par 5000 personnes, tu vois.
Et je lui dis, écoute, moi, je ne peux pas défiler à côté des gens qui sont fans de moi et tout ça. Et même ma carrière, j'ai pas besoin de faire Mister Luxembourg à ce moment-là. Il me dit, mais Dun, prends juste l'écharpe et tu pars, machin. En fait, il me fait comprendre que je vais gagner, clairement. Je dis, ok, vas-y, je viens prendre le titre et après, on fait ce qu'on a à faire ensemble. Du coup, il annonce à tout le monde que Dylan Thierry sera présent, que voilà, il contacte des marques, il a des marques par rapport à mon nom et tout ça. Et on fait Mister Luxembourg. Et je suis là, du coup, il y a mon père, il y a ma petite sœur, tout le monde sait que je vais gagner parce que je l'avais dit à mon père, j'avais dit je le fais parce qu'il va me donner le titre et voilà. Sachant qu'il savait très bien que j'avais refait mon nez, il savait très bien pour les facettes et tout ça. C'est pas cool pour les autres par contre. Hein? C'est pas cool pour les autres. Pourquoi? De quoi? Bah de participer à une émission truquée. Bah, moi, si c'est un escroc. Si je suis Teddy. Hein. Ouais. Bah, moi, j'y peux rien. C'est lui qui truc. Tu peux refuser. Ouais, mais j'avais envie de la prendre l'écharpe. Pourquoi pas? On me la donne sur un plateau doré. Je la prends ou je la prends pas? Bah, je la prends. Bien sûr, je la prends. Moi, je l'aurais pas prise. Moi, je l'aurais prise. Ouais. Et ensuite, j'arrive et il me donne l'écharpe du premier dauphin. Du coup, mon père il était de côté. D'ailleurs, il y a une vidéo de mon père qui part de la salle et il se barre. Et ma soeur aussi. Et moi, je n'ai pas accepté. Parce que moi, tu me dis que tu vas me mettre Mister Luxembourg. Tu me le dis et c'est d'ailleurs pour ça que je participe. Et ensuite, tu me donnes l'écharpe de premier dauphin. Voilà. Et du coup, j'ai pas... Est-ce que c'était pas parce que tu avais une ressemblance avec le jeune homme qui avait gagné Mister Luxembourg que tu avais photoshopé l'écharpe pour faire croire que tu avais gagné et pour jouer sur ce mimétisme physique? Il me ressemblait pas trop. Hein. Quand même. Il était blanc, il a les cheveux longs, c'est tout. Non, mais je trouve pas qu'il me ressemblait trop. C'est juste qu'en fait, moi, quand tu me dis, écoute, Dylan, participe à ça et tout ça, et je vais te faire gagner et tout ça, et que ensuite tu me donnes l'écharpe de premier dauphin, c'est pas correct. Du coup, tu as utilisé mon nom pour avoir des marques, pour te faire de l'argent en gros, et derrière, tu respectes pas tes dires. Ok. Parce que j'ai trouvé une fois où tu t'étais exprimé sur le sujet, mais c'était pas cette explication que tu avais donnée. Tu disais, il ne savait pas que je faisais de la télé-réalité. Ah bon? Bah oui. Or là, tu viens de nous dire que c'est parce que tu avais fait 2 fois Koh-Lanta qui t'avait sollicité pour tirer la couverture publicitaire sur eux, si je puis te dire. Bien sûr. Mais quand tu t'étais confié et que tu t'étais exprimé, je me suis jamais confié, mais... tu avais dit, ils ne savaient pas que je faisais de la télé-réalité, du coup ils m'ont destitué, ils ne préviennent même pas, juste pour profiter de la pub, c'est abusé, demain je dépose plainte. Ah ouais? Tu te souviens pas? Non, je dépose pas plainte moi en plus. C'est rare. On va parler de Koh-Lanta maintenant. Dans ton portrait de Koh-Lanta, Dylan, tu dis une phrase qui aujourd'hui résonne. Ouais, je sais, ouais. Hein? Tu dis, pour gagner, je suis prêt à tout. S'il faut arnaquer, je le ferai parce que je viens pas pour me faire des amis. Ouais. Est-ce que tu annonçais déjà la couleur? C'est drôle. Oh, on parle de Koh-Lanta. Au moins, je te fais rire. Ouais. On parle de Koh-Lanta. S'il faut arnaquer ou un tel pour gagner, avec plaisir. C'est une émission où il faut être malin, il faut être stratège, il faut mentir. Alors s'il faut le faire, je le ferai. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mon deuxième Koh-Lanta. Il faut mentir dans le cadre du jeu. Ouais. Mais pas mentir sur un faux partenariat Gucci. C'est ce que j'ai fait. Et ça a bien marché, je le regrette absolument pas. Alors pourquoi tu l'as fait et pourquoi tu le regrettes pas? Alors pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en fait tout le monde s'était moqué de moi, parce que j'avais fait 3 jours et que j'étais en mocassin Gucci. Du coup tout le monde s'est moqué de moi et moi pour me venger j'ai dit, bah voilà, grâce à vous j'ai eu un contrat avec Gucci. Et la marque a démenti. Exactement. Ça a été un vrai bad buzz qui a fait, ce que je suis aujourd'hui. Du coup, je ne regarde absolument pas. C'est-à-dire ce que tu es aujourd'hui? Une personne pas crédible? Ça, c'est toi qui le dis. Mais non, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de faire d'autres émissions derrière, d'être contacté. Voilà, j'ai fait du bruit, quoi. Ça m'a même permis de faire un deuxième Koh-Lanta derrière. Du coup, je suis très content. Moi, je pense que ça... Toi, tu fais comme si c'était très grave, mais moi, les gens en ont rigolé. C'est quelque chose qui est très drôle. Moi, quand j'ai fait Ninja Warrior et tout, les gens disaient « mocassin, mocassin ». C'est quelque chose qui a été très, très drôle et que toute la France a aimé. Et, oui, mais c'est quelque chose qui t'a suivi, regarde. Encore aujourd'hui, ouais. C'est ce qui ressort. Bien sûr. Ça t'a décrédibilisé. Je le dis très sérieusement. Bien sûr, et je pense que tu le sais. Dans le temps, ça t'a décrédibilisé. Bah, c'est vrai que vu qu'on devient connu et on n'est pas prêt à être connu, c'est vrai que tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va faire, ça va rester. Et c'est vrai que quand on rentre dans ce truc d'être connu, d'être médiatisé et tout, il faut faire attention à tout ce qu'on dit parce qu'aujourd'hui, tout ressort. Tu sais, aujourd'hui, on me ressort des trucs qui datent d'il y a 4 ans. Regarde, tu me ressors un truc qui date d'il y a 7 ans. T'imagines ? C'est normal, c'est une interview sur ta vie. Bah oui, mais j'avais 21 ans, j'en ai 28. Et ouais, j'ai menti pour les Gucci, mais je regrette pas, ça fait partie de mon parcours. Si j'ai blessé des gens par rapport à ça, oui, c'est triste. Mais c'est des erreurs de parcours. Ah, donc tu reconnais que c'est une erreur de parcours? Bah, moi, je pense que dès que tu mens, c'est une erreur de parcours. Il faut jamais
Je pense qu'il faut jamais mentir, faut toujours dire la vérité. Parce que c'était pas le seul mensonge. Bah, il y en a eu plein des mensonges. Même l'agent immobilier, j'étais pas agent immobilier. T'étais pas du tout agent Bah immobilier non. et pourtant dans ton portrait on te voit vendre une baraque. Parce que... c'est drôle. Parce que mon père, il a une agence immobilière. Et du coup, j'ai utilisé sa voiture, ses affaires et je me suis inventé agent immobilier. C'était beaucoup plus sympa pour TF1 que de dire que je vends des coca en boîte de nuit ou que je suis physio. Mais t'avais honte de toi? De quoi? Je sais pas, de vendre des coca en boîte de nuit ou d'être à Non, l'entrée d'une boîte de j'ai nuit? pas honte. Mais par rapport à TF1, eux, ils préféraient cette image-là. Donc ça veut dire que tu t'es construit un personnage pour intégrer cette émission, pour C'est ça, intégrer ouais. TF1. Ouais. Ouais. Je me suis inventé un personnage, exactement. Tu les as sacrément bien eus alors. J'en ai eu d'autres. Avant même. T'as eu quoi? Pour rentrer... C'est drôle, je l'ai jamais dit ça. En fait, il était dans mon livre d'ailleurs. Mais bon, faut pas que je donne trop d'exclus. Mais ça va, tu rentres pas trop dans l'intimité. En fait, pour rentrer à l'armée, à l'époque, moi, c'était mon rêve de rentrer à l'armée. Déjà, quand j'étais tout petit, je voulais sauver le monde et tout ça. Et j'ai pas fait énormément d'études. Parce que j'étais quelqu'un de très actif. Moi, c'était plus le terrain qui m'intéresse qu'autre chose. Et je suis rentré à l'armée. Et pour rentrer à l'armée, il fallait faire des tests en maths, en allemand et en luxembourgeois. Et même en français, non. Mais c'était allemand, luxembourgeois et mathématiques. Et en fait, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. J'ai raté le test et j'étais vraiment au bout de ma vie. J'ai l'impression, j'étais pas en dépression parce que j'étais trop jeune pour l'être, mais j'étais très triste parce que je voulais réaliser mon rêve. Je voulais rentrer à l'armée et j'ai raté les tests. Et les tests étaient tellement difficiles que je me suis dit, c'est impossible que je rentre à l'armée. Et en fait, pour faire ces tests, il faut ramener ta carte d'identité, une photo de toi et ta carte de CNS. Sécurité sociale, c'est pareil en France? Oui. Ouais. Et il fallait ramener ces Carte cartes-là. vitale. Carte vitale, ouais, chez vous. Et en fait, quand j'ai raté le test, bah, j'étais au bout de ma vie parce que c'était mon rêve et il faut tout faire pour réaliser ses rêves. Et du coup, je me suis inscrit 4 mois plus tard à l'armée et j'ai un pote à moi qui a été faire le test à ma place. Alors, comment il a fait? J'ai fait une déclaration de perte de ma carte d'identité. Du coup, il est venu avec un papier avec juste écrit Dylan Thierry, il n'y avait pas de photo dessus. Il est rentré avec ma carte de sécurité sociale et on a dit qu'on n'avait pas eu le temps de faire la photo. Et du coup, il a écrit le test à ma place. Mais c'était extrêmement réfléchi. C'était bien réfléchi, ouais. Il y a une vraie réflexion en fait derrière certaines actions que tu fais. Il y a une vraie réflexion, ouais. Mais c'est pour la bonne cause. Moi, je suis rentré à l'armée pour sauver le monde. Tu vois, entre guillemets, j'étais jeune. Hein. Tu sais, quand t'as 18 ans, tu veux sauver la planète, tu te prends pour un... Mais Tu ouais. préfères pas sauver le monde par tes propres moyens? Bah, à l'armée, j'étais jeune. J'avais 18 ans. Je voulais aider, tu sais. J'avais tellement subi durant ma jeunesse que je voulais servir à quelque chose. Je voulais aider. Moi, mon vrai objectif, c'était je le redis, de sauver le monde. Tu sais, quand t'es jeune, tu veux sauver tout le monde. J'entends et c'est une très belle volonté. Mhm. Cependant, c'est pas honnête. C'est pas honnête, mais je voulais quand même sauver le monde. Et j'étais prêt à tout pour sauver le monde, à cette époque-là. Et du coup, il va faire le test à ma place. Il va le rentrer avec succès. Et du coup, pour le test sportif, c'est moi qui ai été. 3 semaines plus tard, j'ai été faire le test sportif et le test sportif, c'était jackpot. Ils se sont pas dit que t'avais changé entre-temps? Tu sais combien de soldats il y a? Il y a peut-être 400 soldats. Il y a 6 sergents. Il y a 400 soldats qui écrivent le test. Tu vois, ils retiennent pas. Mais voilà. On poursuit avec un extrait vidéo. On parlait de Koh Lanta. Ouais. J'avais reçu il y a quelques années, à l'époque où il était dans Les Anges, Pascal, qui a fait ta saison de Koh Lanta. Ouais, je sais qui c'est. Ouais. Voilà, qui parlait de certains éléments qu'il décrit comme faisant partie de ton passé. Ouais, bien Je sûr. te fais réagir juste après. Tu vois des mecs avec des nudés, avec les tétés dehors, un peu âgés, et ça sent pas bon. Ça, Concrètement, qu'est-ce que tu avais l'impression de comme voir? des mecs qui payaient des jeunes pour aller en boîte avec eux et voir peut-être plus si affinité, mais ça sur le Facebook on le voit pas. Mais en tout cas, moi j'ai un peu de bouteille, j'ai 50 ans, quand tu vois des mecs comme ça de cinquantaine d'années, dans les boîtes avec des jeunes comme ça, dans des photos, ils ont les tétés à l'air, le sein comme ça, ils sont là avec le gamin. Quel est le rapport avec Dylan? Alors, je vais y venir. Donc, je vois Dylan, je me dis, mais manager, il n'est pas mannequin, il n'est rien du tout. Donc, mais ça me passe par l'esprit. Et je gratte un peu, je vois ça, mais ça me passe par l'esprit. Et là, je me dis, à mon avis, Dylan, il est un peu... Peut-être qu'il fait des choses en plus comme travail. Voilà. Il y a des personnes qui l'emmènent en boîte et que lui, je ne sais pas, moi, il leur tient la main peut-être. Et puis lui, eux, il leur donne un peu d'argent. Je pense qu'il ne faut pas être bête pour avoir compris. Peut-être quelqu'un qui, pour l'argent, fait certaines choses. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu ça. Bah, on l'a renvoyé beaucoup de fois. Il me fait penser à mon demi-frère. Ah bon? Ouais. Parce que le mensonge est énorme. Tu sais ça. Enfin, le demi-frère qui ne naît pas alors dans ce cas. Ouais, bien sûr. Mais il me fait penser à mon demi-frère. Le faux? Oui, le faux. Ouais. Et le mensonge est trop énorme, Sam. Tu sais, quand t'es connu, et tu le sais très bien, quand t'es connu, tout sort sur toi toujours. T'as vu?
Et dire ça, bon, moi je sais pourquoi il l'a dit. Toi, je sais pas si tu sais pourquoi il a dit ça. Pourquoi il a dit ça? Parce que je lui ai fait perdre 100 000 euros sur koh. Tu sais, la deuxième saison, il avait éliminé Yacine. Tu sais, Yacine, c'était un mec qui avait fait koh. Je m'en souviens. Ah, ok. Il avait fait koh. Et moi, je l'avais à travers la gorge. Parce que quand tu touches à mes amis, moi, je suis quelqu'un de très loyal. C'est ma plus grande qualité, c'est la loyauté. Et quand il a éliminé Yacine, je l'avais à travers. Et je voulais vraiment me venger pour Yacine. Et du coup, il y avait lui en finale avec Clémence. Et il y avait 4 voix et 4 voix. Il y avait 4 voix pour Clémence et 4 voix pour Pascal. Et moi, ma 5e voix, je l'ai donnée à Clémence. Et j'ai fait croire à Pascal pendant des mois qu'il allait gagner 100 000 euros. Jusqu'à ce qu'il ait carotte. Donc pour être clair, tu es en train de dire que s'il dit ça, c'est une vengeance en fait? Ah, mais c'est clairement une vengeance. Tu vois? Parce que là, il est en train de dire en gros que tu as un passé d'escorte. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est clairement une vengeance. Et ça a bien marché. Tu sais, quand un homme de 50 ans, il te regarde et qu'il dit, vous savez, Dylan, je l'ai vu avec des vieux, des tétés, je sais pas quoi, tu peux que le croire. Mais il faut pas oublier que c'est Pascal qui fait à 50 ans les anges de la télé-réalité, quoi. Faut imaginer un peu le personnage. Alors là, tu vas me dire, est-ce que c'est grave, quelqu'un qui fait les anges à cet âge-là? Bah, mon père, il ferait pas les anges à cet âge-là, quoi. J'allais pas te poser cette question-là. J'allais te dire, on regarde un deuxième extrait vidéo où il me parle de nuits que vous passiez ensemble. Ok, ouais. Donc le soir, on se couche, il faisait très froid, on était au bord de l'eau au Fidji, et on dort, et là-bas, à koh Lanta, c'est vrai qu'on dort tous en petite cuillère quand il fait froid. Et Dylan, je lui passe il est dans la nuit, il a froid, il se colle à moi, et on est tous les deux, mais vraiment en petite cuillère. Et dans la nuit, alors dans la nuit, c'est bizarre. Alors, il s'est rien passé, attention, de grave, mais j'étais pas à l'aise. Trop collé, la jambe par-dessus moi, comme un couple. Et j'étais pas à l'aise. Alors, ce qui m'a gêné, c'est ce comportement trop serré, trop câlin, trop affectif pour un garçon. Mais ça m'a pas choqué. Ça m'a juste ramené à ce que je pensais avoir analysé dans l'été 2017. T'étais trop proche de Pascal, selon lui. Je pourrais même pas m'en rappeler. Et je te le dis honnêtement, quand tu es sur koh Lanta, tu as vu déjà, tu penses pas à des trucs comme ça, il faut aller loin quand même. Mais on se colle entre corps à corps, tu sais, pour avoir chaud. Du coup, c'est possible que j'ai même collé tout le monde. J'ai froid, moi. On a froid, on se colle, tu sais, entre peau à peau, c'est la seule chaleur qu'on a. Il fait très très froid, il pleut et tout. C'est-à-dire que c'est possible. Mais il n'y a rien de très grave. Tu vois, et même si j'étais homosexuel, il y a quoi de grave? Il n'y a rien de grave. Rien du tout. Merci. Rien. Mais c'est pour ça même que j'ai pas compris, je vais te dire. Merci aussi Dylan. Tu avais envoyé un message à une blogueuse elle s'appelle Skyress. Tu avais dit par rapport à une rumeur que Varo Ecos, un blogueur, avait sorti avec une personnalité qui s'appelle Babacar. Ouais. Ok. Et tu avais dit à cette blogueuse, Babacar, à la place de tout repost pour créer quelque chose d'ambigu, tu peux nier les faits s'il te plaît. Tu as capté. Moi, je suis pas homosexuel et je sais que tu joues sur la rumeur parce que tu aimes bien ça. Mais est-ce que tu peux nier les faits? Je suis tout sauf homosexuel. Et si on a des photos ensemble, c'est parce qu'on a fait Mister Luxembourg ensemble. Voilà, quand j'avais 18 ans. Ça te gênait cette rumeur que tu sois homosexuel ou que tu sois bisexuel comme on a pu l'entendre à l'époque? Elle te gênait cette rumeur? C'est gênant pour un mec de lui dire qu'il est homosexuel ou escorte. C'est gênant si tu l'es pas. C'est comme si demain on crie que tu es un hétéro, tu es homosexuel, tu n'es pas hétéro. C'est-à-dire que si tout le monde crie que tu es hétéro, toi tu as envie d'affirmer ce que tu es vraiment. Je suis un homosexuel et je l'assume. Oui. Par contre, je me permettrais pas de comparer hétéro et escorte. Ouais, bien sûr. Là, escorte, c'est dur. Mais tu as comparé homosexuel et escorte. Ah, ok. Excuse-moi. Mais escorte, c'est dur. Escorte, demain on dit que tu es un escorte, que tu fais ça avec des vieux et tout, c'était dur. Tu vois? À la limite, homosexuel, croyez que je suis homosexuel, qu'est-ce que je vous dis? Il y en a partout, t'en es un, il n'y a rien de très grave. Mais escorte, c'est dur parce que c'est-à-dire que je suis payé pour faire ça, avec des vieux. Et c'est vraiment, je te le dis honnêtement, c'est un truc qui m'avait touché. Je te le dis honnêtement, c'est un truc qui m'avait touché. Et je t'en avais voulu par rapport à ça. Après, t'as fait que parler, t'as fait parler un monsieur, tu vois, tu peux rien, toi. Mais c'est un truc, c'était une. Récemment, on m'avait demandé c'était laquelle la plus grosse polémique qui m'avait fait mal au cœur. J'avais dit c'était celle-là. Le fait d'être un escort boy. C'est pas 21 Pods? Non, parce que celle-là, elle est fausse. On va en parler après. On va en parler, c'est pas les cagnottes, c'est rien de tout ça, c'était la rumeur d'escorte. Ouais. Rumeur que beaucoup de candidates, filles de télé-réalité subissent malheureusement. Ouais, bien sûr. Et ouais, c'est comme ça. Mais ouais, moi, c'était cette réputation-là qui m'avait le plus touché. Ok. Ouais. Mais pour le coup, je te parlais de la rumeur d'homosexuel. Tu vois, je te demandais pourquoi pourquoi tu avais tant besoin que ça de la nier si tu savais que tu l'étais pas. Tant que ça, j'ai juste exprimé comme quoi je n'étais pas homosexuel. Tu demandais à Babacar de supprimer nier, ce qu'il dit. Non, mais Babacar, tu sais ce qu'il dit.
il dit que je l'ai mis dedans, qu'il me l'a mis dedans. Tu sais, il va très loin, lui, dans ses propos. C'est quand même assez grave, tu vois, pour un hétéro. C'est des trucs qu'on a, tu vois, c'est... Tu vois, je suis pas de ce côté-là et c'est des trucs qui sont gênants, tu sais. En plus, je suis musulman, tu vois, c'est... Tu vois, vis-à-vis de ma mère et tout, tu vois, Quel rapport avec la religion? Dans l'islam, c'est pas bien d'être homosexuel. C'est même interdit. Ok. C'est un péché? C'est un péché, ouais. Et pour toi, c'est un péché d'être homosexuel? C'est un péché, la fornication par derrière, ouais. C'est un péché, ouais. Je pêche? Tu pêches un peu. Tu pêches, ouais. Je suis un pécheur pour toi? Un pécheur, ouais. Ok. Ouais. Je mérite ma place sur Terre pour toi? Abuse pas, bah oui, comme toi, ouais. Non, mais c'est une bah question. Oui, bien sûr, tu mérites ta place sur Terre. Bah, si je suis un pêcheur. Bah oui, mais je suis un pêcheur aussi, hein, sache-le. Hein. Je suis quelqu'un qui pêche souvent, je suis loin d'être parfait et t'es loin d'être parfait aussi. Tu fais sûrement des très bonnes choses que je ne fais pas et je fais sûrement des bonnes choses que tu ne fais pas. Mais bien sûr, tu mérites ta place sur Terre, comme toi. Je vais pas te demander que tu crèves non plus. Mais qu'est-ce que tu fais de tous les garçons, hommes, jeunes hommes qui sont homosexuels et qui le cachent parce qu'ils sont musulmans et parce qu'ils entendent un discours comme ça? Non, je sais que c'est triste, ouais. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut assumer qui on est. Hein. Assume qui tu es. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Assumez qui vous êtes. Si tu as envie de porter le foulard, porte le foulard. Si tu as envie de dire que tu es homosexuel, sois homosexuel. Mais comment assumer une sexualité si ta religion te dit que c'est péché? C'est un vrai sujet. Ouais, je sais, c'est un vrai sujet. Il y a un vrai débat là-dessus, mais ça fait mal au cœur. Mais les gens, faut assumer qui on est. C'est comme ça. Il y a des gens, voilà. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Si toi, t'avais été homo, tu l'aurais dit? Ouais, moi je suis un mec qui assume tout. Je suis vraiment le mec qui assume tout. T'as jamais eu une relation avec un mec? Non, jamais. Jamais. J'aimerais qu'on revienne sur une vidéo qui avait fait polémique. Mhm. C'était chez toi, si je me trompe pas, Ouais. à Dubaï, Ouais, c'était avec chez moi. Marvin Tillière, Ouais. avec Hicham, il Ouais. y avait qui d'autre encore? Ahmed. Ahmed Taï, Ouais. exactement. On va la regarder Ouais. et après je te montrerai des propos que tu as tenus sur la fondatrice de Shona Event qui avait réagi à cette vidéo. Oui. Ouais. Tu passes ta pute de merde là. Passe ta pute de merde ici là. Lâche-moi toi. Tu m'empêches si je te baisse ta main. Dégage, ça. Dégage. Dégage. Ta main, dégage. Lâche-moi, je vous baisse tout. Lâche-moi. Comme ça, C'est une soirée, dégage, ça pute. Dégage, ça pute. Voilà, tu la merde, ça pute. Eh, tu fais le meurtre, tu l'as craché. Voilà, je vais lui cracher. C'est comme ça se passe, chacun. C'est comme ça, les mecs. Voilà, c'est comme ça, frère. La crie tout à l'heure. C'est une soirée vraiment un peu chelou, hein. Je te confirme, ça avait l'air d'être une soirée quand même vraiment beaucoup chelou. Ah oui, c'était une soirée chelou, ouais. Oui. Ouais. C'est pas péché de filmer pour le coup une jeune fille comme ça Bah, comme tu peux le dans voir cet là. état-là? Comme tu peux le voir à la caméra, c'est pas moi qui filme. Oui, tu rigoles. Ouais, je rigole, ouais. Mais ouais, ça c'est triste, ouais. Comme je t'ai dit, personne n'est parfait. La soirée, elle était chez moi, elle a duré jusqu'à, je sais pas, midi, un truc comme ça. C'était un after. Ouais, c'était en after, ouais. Ils étaient un petit peu alcoolisés. Je traîne pas qu'avec des anges. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui est triste. Il n'y a rien à dire sur ça. Je suis totalement en erreur. Pourquoi tu rigoles? Tu comprends quand même ma question? Bien sûr. Ok. Ouais, Est-ce que tu peux comprendre, Dylan, que face à cette vidéo, je sois complètement choqué? Ouais, je peux comprendre. Ouais. Je vous vois là, Ouais. tous des gars, dont certains qui sont torse nu, Mhm. une nana, peu importe comment elle soit habillée, Il y avait plus de nanas. Hein. ça j'en ai rien à faire. Ouais. Oui, d'ailleurs, je te demanderai pourquoi toutes ces nanas étaient là. Ouais, ouais. À quoi elles vous servent toutes ces nanas d'ailleurs? Bah, c'est une soirée entre gars et entre filles, tu vois. Oui, seulement par la suite, vous aviez dit que vous ne les connaissiez pas. Elle, on la connaissait pas, non. Alors Et qu'est-ce qu'elle faisait là? Bah, c'est comme ça, en after à Dubaï, tu sais, il y a toujours des gens que tu connais et que tu connais pas. Ça rentre, ça sort, tu sais, en plus j'habitais dans un hôtel, c'était n'importe quoi. Et c'était un moment Pourquoi où la j'étais un peu- traiter comme ça, cette jeune femme? Pourquoi la filmer? Pourquoi autant de violence, de menaces envers elle? Faudra demander aux personnes concernées. Bah, t'es concerné. Ouais, mais je filme pas et je la menace pas. Mais je c'est la chez touche toi, pas. c'est Ouais, chez toi, t'es moi. là et tu ris, Dylan. Je sais, ça se fait pas. Hein. Là, je peux pas me défendre. C'est une grosse erreur. Je suis censé mettre un stop à tout ça. Je suis censé faire quelque chose normalement en tant qu'homme. Non, c'est pas correct ce qui s'est passé là. Vous faites quoi avec ces filles en after? Bah, on rigole, on s'amuse. Tu sais ce qui se passe en after, quoi, tu vois. Vous couchez? Certains couchent, ouais, bien évidemment. Tu vois. Il y a de la drogue? Non, pas de drogue. C'est interdit à Dubaï. Ah oui? Ouais.
Ok. Suite à cette vidéo, il y a la fondatrice de Shona Event, Magali Berda, qui s'est exprimée. Je pense que tu t'en souviens. Elle avait dit « Revenez à la réalité, arrêtez de faire n'importe quoi, des clashs, du sale. Je dis qu'il faut réguler et mettre en place une police du web. Enlevez-leur les réseaux sociaux. Vous allez voir comment ces gens-là vont se comporter. » Est-ce que tu t'es senti visé par ces gens-là? En fait, coupez-leur les réseaux sociaux. En fait, quand Magali, elle parle de nous, déjà elle parle de nous parce qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui faisait partie de son agence. Moi, je venais de quitter son agence et les autres aussi ne font pas partie de son agence. S'il y en avait 4 qui faisaient partie de son agence, elle ne serait pas exprimée. Et ce qui a été hypocrite de la part de Magali, et ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'elle et moi, on s'est toujours respecté, on s'est toujours dit les choses face à face. Il y a toujours eu une loyauté, même il y a eu des bad buzz sur elle ou autre, on a toujours communiqué en off. Tu vois, ça va pas, fais pas ça, et elle me dit pareil et tout. Mais là, de s'exprimer sur les réseaux sociaux, juste parce que c'est hypocrite. Alors, on va regarder la vidéo que tu as postée et je poursuis juste après. Ouais. Magali, je viens de voir tes stories. Magali Berda, hein, je cite ton nom et ton nom de famille parce que comme ça on sait de qui je parle. J'ai trouvé ça un peu injuste parce que déjà toi et moi on se connaît et j'ai trouvé ça très hypocrite de ta part. J'ai trouvé ça très hypocrite de ta part tout simplement parce que si l'une de ces personnes-là aurait fait partie de ton agence, t'aurais pas parlé. Carla qui souhaite la mort des tontis, t'as pas parlé. Ilan, l'histoire de viol, t'as pas parlé. Julien Berthe, histoire de drogue, t'as pas parlé. Greg qui mineur, t'as pas parlé. En fait, tous ceux qui font partie de ton agence, t'en parles pas. Et là, t'as décidé d'en parler, de faire ouais, il faudrait une justice web, on devrait faire attention à qui on met en télé, parce qu'en fait, on fait pas partie de ton agence et t'as aucun intérêt financier derrière. C'est-à-dire que c'est hyper hypocrite de ta part. Tu vois, je veux bien que tu joues la super-héros, mais dans ce cas-là, joue la super-héros toute l'année. Et joue pas juste la super-héros sur des candidats qui font pas partie de ton agence. Parce que c'est hyper hypocrite et les gens ne sont pas. Tu peux en duper quelques-uns, mais moi, tu peux pas me duper. Pourquoi c'est pas passé? De quoi? Ce qu'elle a dit publiquement sur les réseaux. Pourquoi tu l'as pas accepté? Ah, parce que c'était hypocrite de sa part. Il y a plein de sujets sur ces candidats qui sont graves où elle n'en parle pas. Et là, le fait qu'on fasse pas partie de ton agence, t'en parles, c'est hypocrite. C'est le fait que toi t'en parles, mais tu parles de tout toute l'année, ok, t'es juste. Mais elle qui parle juste de candidats qui font pas partie de son agence, c'est hypocrite. Comme je le dis, tu peux en duper quelques-uns, mais tu peux pas tous nous duper. Selon toi, si tu avais à ce moment-là fait partie de Shona Event, ou si les candidats présents sur cette vidéo avaient fait partie de l'agence Shona Event? Impossible, elle parle. Jamais elle parle. Jamais elle dit rien. Elle fait comme si elle n'avait pas vu. Ouais, c'est sûr et certain. Toi, tu as fait partie de l'agence Shona Event? Ouais, ouais. Quand? À mes débuts, direct après Koh Lanta. T'es resté combien de temps? 2-3 ans, hein. 4 ans au total, je crois. J'ai fait 4 ans chez Magali. Tu gagnais bien là-bas? Ouais, j'ai bien gagné, ouais. Pourquoi t'es parti? Les placements. À un moment donné, j'avais un problème avec les placements. Tu sais, Sam, je veux bien qu'on nous lance la pierre et tout, mais tu sais, quand tu sors de physionomiste et que tu fais Koh Lanta et que derrière on te dit écoute, Dylan, on va te donner 3000 € pour que tu places des bonbons, tu vois pas, t'es pas directement. Toi, tu vois juste l'argent. Tu te dis, oh, je dois faire une pub pour des bonbons, je gagne 3000 €. Tu sais, je nous défends pas et c'est très grave tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut entendre et tout, mais il faut comprendre aussi un mec de. Moi, honnêtement, j'avais 19 ans, 20 ans. On m'a dit, écoute, Dylan, moi je travaillais pour 2000 € en boîte de nuit ou 3000 €. On m'a dit, Dylan, juste tu fais un placement de produit, je te donne 2000 balles et tu passes des bonbons. Et après, tu places des bonbons, tu places cette crème-là, tu passes ces écouteurs-là, tu fais ci, ça, ça, ça. J'ai tout fait. Les bonbons, c'est pas une arnaque, hein? Non, mais il y a d'autres trucs qui étaient des arnaques, tu vois. Qu'aujourd'hui, je sais qu'à l'époque, je savais pas. Tu vois, des trucs éclatés, tu vois, des trucs que tu vois sur AliExpress à 1 € et que tu les revends 15, 20, 30, tu vois. En parlant de placement de produits, alors le 10 novembre dernier, sur ton compte Snapchat, tu as près de 1,5 million d'abonnés, c'est ça, hein? Plus sur Snap, tu as fait 7 stories pour promouvoir des gélules qui tueraient les cellules cancérigènes. Cancérigènes. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payiez une blinde. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai, hein? T'as vu là, quand on était choqués là? Ouais, cancérigène, ouais, pardon. Ouais, cancérigène. Et je vous le dis, Ahmed, il en a pris pour quelqu'un de sa famille. Mais je trouve ça hyper triste. Et d'ailleurs, vous pouvez pas en commander en France parce que c'est interdit. Mais ici, aux Émirats Arabes Unis, il y a une boutique où vous pouvez l'acheter. D'ailleurs, la boutique. Mais bref, ils sont aussi dans
Le bouquin, tu te rappelles, ils sont dans le bouquin, là, vraiment le bouquin universel sur les médicaments, enfin, le médicament conseillé. Et c'est rare d'être dans ce bouquin-là. Bref, je vais vous mettre une vidéo, vous allez peut-être. C'est drôle parce que tu as bien commencé ta phrase, tu as dit le placement de produit. Est-ce que tu vois un code promo et est-ce que tu vois un site internet? Je vois un placement de produit, oui. C'est pas un placement de produit. Pourquoi c'est pas un placement de produit? Parce que j'ai pas été payé, qu'il n'y a pas de lien où tu peux l'acheter et que j'ai pas été. D'accord. Tu connais la définition d'un placement de produit, Dylan? De ma part, hein, parce qu'il y a sûrement une définition que tu connais mieux que moi. Moi, du moment qu'il n'y a pas de lien internet, tu vois, il n'y a pas de lien où tu peux acheter le produit et qu'il n'y a pas de code promo et que j'ai pas été rémunéré, bah, c'est pas un placement de produit. Moi, je fais un placement de produit quand je mets le lien, quand il y a un code promo et quand je suis payé. Sinon, je fais pas le placement. C'est les trois là. Ok. Alors dans ce cas-là, c'est pire parce que ton placement, il est déguisé. Ouais, mais c'est pas un placement parce que j'ai pas été payé pour faire ça. Moi, j'ai juste expliqué que j'avais été et que là-bas, il y avait des pilules qui tuaient les cellules cancérigènes. En donnant le nom? Ouais. En réalisant le nom, en donnant le lieu, ok, en t'adressant à une communauté d'1,5 million de personnes. Moi, ce que je t'aurais invité à faire, Dylan, je ne sais pas si tu avais un agent ou pas à ce moment-là d'ailleurs, ce que je t'aurais invité à faire, c'est à te renseigner sur ce qu'est à la rigueur un placement de produit. C'est quoi le cadre d'un placement de produit? À partir de quel moment je suis dans le placement de produit? Parce qu'à partir du moment où tu as une communauté conséquente, où tu peux driver, guider les futures consommations des personnes qui te suivent, que tu sois rémunéré, que tu ne sois pas rémunéré, que tu aies un avantage en nature, c'est de la publicité. C'est de la publicité. Et au-delà de ça, à la rigueur, c'est un peu technique, je te l'accorde. Est-ce que tu te sens légitime à proposer une soi-disant solution pour tuer les cellules cancérigeuses alors que tu ne sais même pas dire cancérigène? Ouais, bah non. Non, c'est juste que moi, non, je ne suis pas légitime pour ça. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin et tout ça. Mais moi, je ne l'ai pas fait comme placement de produit. Je n'ai pas gagné d'argent pour ça. Moi, tu vois, j'entends ce que tu dis. Mais moi, je ne l'ai pas fait comme un placement de produit. En fait, j'ai raconté ma journée là. J'ai dit que j'ai été chez et que là, moi, en fait, quand ils m'ont expliqué ça, j'ai dit que c'est incroyable dans ma tête. Je ne savais pas que c'était aussi tabou de parler de ça et tout. Et moi, je suis très tu vois, en plus, à côté de moi, il y avait Ahmed, il me disait cellules cancérigènes. Je me suis même pas repris. Moi, je suis très nature. Quand je fais une story, je la regarde pas 15 fois, je la balance direct. Et j'ai expliqué ma journée. J'ai dit voilà, j'étais chez qui avait des pilules qui tuaient les cellules cancérigènes. J'ai expliqué ma journée. Et ça a fait le tour de la France. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal parce que tu sous-entends clairement que les autorités françaises refuseraient sciemment d'autoriser un produit susceptible de guérir les cellules en tout cas, que ça tue cancérigènes. Ouais, ça tue des cellules. C'est grave. Ouais. De dire ça. Ouais. Je sais que c'est grave. J'aurais pas dû et tout, mais après, tu vois, après qu'on s'est dit que je me moque de ceux qui peuvent avoir le cancer et tout ça, il faut pas exagérer non plus, tu vois. Alors, se moquer, ça c'est de l'interprétation. Moi, je dirais plutôt que tu contribues tu t'appuies quelque part sur la crédulité, sur l'envie de guérir à toute épreuve d'un malade, quoi. Alors que toi, tu sais même pas si ça fonctionne. Enfin, tu me le dis si je me trompe. Ouais. Si tu veux dire le contraire, tu peux. Non, je vais pas m'aborder sur ce sujet-là parce que comme tu le dis bien, je suis pas un expert dans ça. Mais moi, quand on m'a présenté le produit et que c'est dans le monde entier quand même, c'est en Suisse, c'est partout, je pouvais que y croire à ce qu'on me disait. Et moi, juste, j'ai pris ma story, j'ai expliqué ça. Parce que j'ai dit, ah ouais, c'est dingue. Moi vraiment, quand on me l'a dit, j'ai dit, ah ouais, c'est trop bien ça. Je suis arrivé chez moi, boum, vous savez où j'ai été, on m'a dit ça. Mais tu crois sur parole? J'y ai cru. Ouais. Parce que tout le monde connaît, tu regardes sur Internet, c'est mondialement connu. Ils en ont partout des instituts. Des instituts ou des pharmacies, je sais pas comment. Moi, j'ai pas envie de croire. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a 400 000 personnes qui sont touchées, qui apprennent qu'elles sont touchées par le cancer ou des cellules cancéreuses chaque année. Et il y a 160 000 personnes qui meurent du cancer chaque année. C'est énorme. Je sais, je vais souvent dans les hôpitaux. Voilà. Donc si tu le sais, je pense que tu n'aurais pas dû poster ça. Bah j'aurais pas dû, c'est sûr. Ça a été une erreur, bien sûr. Mais moi, j'ai été naïf. On me l'a dit, j'ai balancé. En mode j'ai un truc de ouf pour vous. Hein. Et t'es sûr que la naïveté, elle cache pas une rémunération Non, je l'aurais dit. Tu sais, moi, je suis transparent avec toi. Si je t'avais dit, ouais, j'aurais pris 2000 € pour ça, je te l'aurais dit. Ok. J'ai pas de tabou sur ça, moi. J'ai pas de tabou sur l'argent, les trucs et tout ça. Alors, est-ce que tu as pris 2000 € pour ce placement publicitaire pour des sacs Maison Bag, je crois. Ouais, je t'ai payé, ouais. Tout ce que vous voulez. Il faut savoir que c'est une maison de couture libanaise. Voilà, elle fait ça en Libanie. C'est une dinguerie, je kiffe trop les amis. Ouais, j'ai été payé pour ça. Ouais.
Ok. T'as été payé combien pour ça, si je peux me permettre 2000 € je crois. 2000, ouais. Ok. Ils t'ont pas demandé de supprimer, de refaire? Non, pas du tout. Ok. Elle m'a même dit que mon placement était très très bien, elle était contente. Ok. Ouais, elle a eu un bon retour. Même en disant Libani? Ouais, je te jure, c'est ça qui est ouf. C'est que si la patronne, enfin mon agent, parce qu'elle parle avec mon agent, elle m'aurait dit ouais, supprime, machin, refait. Ouais. Mais moi, je suis pas français, ça veut dire que quand je dis Libani, je suis sûr de moi à ce moment-là. Et personne m'a dit de le refaire. Et au contraire, la marque, c'est dommage, je crois que j'avais posté le message, je l'avais posté le message, genre elle me dit félicitations pour le placement, super, on est content et tout ça. Il y a beaucoup de sacs Birkin qu'ont les candidates de télé-réalité. Birkin, c'est Hermès. Hein. C'est Hermès, ouais, exact. Birkin ou Kelly, tu sais, Nabila, Ouais. elle a toute une Ouais, collection. Maëva Guénam aussi. Tu sais combien ça coûte à peu près un sac comme ça? 400 000, 200 000, 300 000, ça peut aller Ça, jusqu'à c'est 900 000. c'est des pots exotiques ou alors Ok. des modèles très rares. En moyenne, allez, il faut compter en seconde main une trentaine de milliers d'euros. C'est Ok. énorme Mhm. pour un sac d'une trentaine de centimètres. Hermès, Birkin. Est-ce que tu croyais que tu vendais des Birkin d'Hermès? Bah non. Ok. Ah non. Des sacs là? Ouais. Bah non. Bah non, non, c'est... C'est pas grave. Hein? Non, c'est pas grave pour le pied. Non, non, je savais que c'était pas Hermès. Ok. Mais t'avais déjà vu des sacs Birkin d'Hermès? Bien sûr. Ok. Ça ressemble un peu, mais le truc, son truc, il est en tissu, c'était pas de la qualité du tout. Mais tu donc, vois. est-ce que tu savais pas que c'était de la contrefaçon que tu étais en train de proposer là? Quoi, son sac là? Mhm. C'est pas de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Parce que ça ressemble. Non, parce que ça ressemble, oui, mais moi je trouve pas que c'est de la contrefaçon. Qu'est-ce que tu lis là sur le site de Maison Bag, sur l'Instagram? Shopping et vente en détail. Que j'ai surligné en jaune. Ah, Birkini, beige, Kelly, mix. Ah ouais. Ok, Birkin c'est Hermès, Kelly Ouais. c'est Hermès. Ah, Donc Kelly, ils sont Kelly. bêtes, en plus ils le marquent noir sur blanc. Ah ouais, tu vois. Non, mais moi, honnêtement, j'ai même pas été voir l'Instagram. Tu l'avais pas vu? Non, en plus, j'ai identifié tout, mais j'ai pas été voir. Et même si j'avais vu Birkini et Kelly, ça m'aurait même pas tilté. Bah, c'est de la contrefaçon que tu as promu, et c'est interdit par la loi. Mm. C'est un délit. Ok. Non mais c'est vrai. Ok, ouais, bah. Et c'est plus grave qu'on ne le pense, parce que Ouais. souvent on se dit, on voit pas souvent le mal, même quand on achète tu vois, de la contrefaçon, Ouais. et on se rend pas compte qu'en fait, on enrichit une industrie qui est une industrie criminelle et terroriste, souvent. Le fake ou le vrai? Le fake, la contrefaçon. Le vrai aussi, hein, souvent. C'est pas sourcé ce que tu dis. Par contre, la contrefaçon, ça l'est. Mhm. Tu dis, j'ai pas regardé le Instagram, mais avant d'accepter un placement de produit, donc avant d'accepter l'argent, C'est mon agent qui fait ça, mais ouais, je suis censé le faire aussi, je sais. tu te dis pas que si t'avais regardé, bah, t'aurais pu dire, bah non, je le fais pas, tu vois. Honnêtement, pour être honnête avec toi, même je serais tombé sur l'Instagram parce que je les identifiais, il y aurait écrit Birkini et Kelly, j'aurais même pas tilté. J'aurais même pas fait le rapprochement. T'es pas le seul, hein. Maëva Guénam aussi a fait cette publicité-là. Elle avait aussi promu un site Vingel, j'arrive jamais à le dire ce truc-là. Vintage? Non, non. Ouais, vintage, un truc comme ça. C'est avec C'était des, quoi, des chaussures avec des chaussures Ah, qui ouais. sont de la contrefaçon. Tu le savais. Ouais, je savais il me l'avait dit que c'était de la très bonne qualité qui se ressemblait, entre guillemets. Mais par contre, il y a une fausse information, en plus du côté illégal de la contrefaçon que tu donnes pour les sacs Made in Libani, c'est qu'ils sont pas fabriqués au Liban, Ah, ils sont fabriqués où? en Chine. Ah bon? Ah, tu vois, je le savais pas. Moi, elle m'a dit que c'est elle qui faisait tout à la main, qu'elle écrivait le nom à la main et tout. Ouais, elle m'avait dit ça. Ouais. Bah, t'es une victime, Dylan. Non, je suis pas une victime, mais du moment que c'est quelque chose de gravé et tout, je me dis, bah, c'est que la marque qui peut faire ça. Parce que moi, elle a mis mes initiales, elle a mis DT, elle a mis ma mère. En fait, tu peux aussi, sur des sites chinois, mettre tes initiales pour beaucoup moins cher. Je t'informe. Ça va loin quand même. Ah oui, bien Ouais, sûr, mais- ça va loin. ouais. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant. J'aimerais te parler d'un autre placement de produit qui concerne la voiture. Ah, la voiture? Laquelle? Voilà, c'est le dernier jour de Ramadan. Nous, on a déjà pu manger ici à Dubaï. Les amis, hier, quand je vous ai partagé le bon plan par rapport à vos amendes, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'avais un contact pour ceux qui veulent faire leur permis sans passer par tous les cours et tout ça. Et oui, j'ai un contact pour faire votre permis, que ce soit votre permis de moto, scooter, voiture, poids lourd, poids méga lourd, VTC, tout. Vous n'avez pas besoin de faire les examens et c'est 100% certifié par l'État, ne vous inquiétez pas. Autre chose, tous ceux qui ont perdu leur permis aussi, tous ceux qui veulent récupérer leur permis, qui l'ont perdu, qui a été annulé, suspendu ou autre, vous pouvez le contacter, lui faire la demande aussi. Tout est 100% légal parce qu'il travaille avec la préfecture, du coup tout est carré. Première question, Dylan. Pourquoi est-ce que tu commences ta story avant ton placement de produit par parler de religion, par parler de Ramadan? Bah, peut-être parce que c'est Ramadan, non? Je sais pas. Ou peut-être parce que ça passe mieux pour faire une douille après? Non, pas forcément. Au contraire, ça...
Ils sont plus focalisés sur Ramadan que... Religion, confiance, ce que je dirais Non. après, ça passera peut-être mieux. Je sais Là, pas, je suppute. Ouais, je suis pute. Je connaissais pas cette expression. Non, ça c'est... Je sais qu'il y a des... Ça part trop loin dans la réflexion. Je veux bien que... Mais c'est trop loin, vous partez trop loin. Ok, bah alors on va rester dans ce cas-là au ras des pâquerettes. Ouais. Quand tu dis tous ceux qui ont perdu leur permis, annulés, suspendus ou autres, vous pouvez le contacter. Il fait les amendes à moins 50%, tout est 100% légal. Faire le permis sans passer par les cours, tout ça 100% certifié par l'État. C'est du mensonge. D'après ses dires, c'était la vérité et la réalité des choses. Donc au moment où tu fais ce placement, j'essaie de pas être dans le jugement. Non, Vraiment, bien j'essaie sûr, de bien comprendre. sûr. Hein. Pas de souci. Au moment où tu fais le placement, tu te dis pas que quand tu dis cette personne qui me paye pour que je vous dise ça, si elle propose de vous faire sauter vos amendes à moins 50%, c'est pas légal. En fait, je me dis, s'il fait ça, c'est une dinguerie. Enfin, c'est top. Enfin, pour les gens qui ont des amendes, qui galèrent et tout ça à les payer, s'il les fait sauter, c'est bien. Je sais pas comment il fait partie de la police, ou je sais pas, il a un truc. Mais s'il le fait, c'est bien. Ok. Bah, ok, là, tu vas me dire, ouais, moi, s'il y a des gens qui ont des amendes et tout ça, et que quelqu'un peut les faire sauter, si je peux aider, je le fais. Même passer le permis sans faire les cours, tu te dis pas quand même que ce serait un peu magique? Non, c'est chaud quand même. Non, c'est chaud. Le placement là, je pense que j'aurais pas dû le faire non plus. Est-ce que tu... Désolé, j'en perds les mots. Tu te dis pas à un moment donné que tu mets ta communauté en danger en fait? Parce que s'ils se font contrôler demain, c'est pas toi qui vont aller, à qui vont aller taper sur les doigts, c'est à la personne qui a eu son permis illégalement. Ouais, bah si. Si, il faut que... D'ailleurs, j'ai fait un travail sur ça, mais il faut que je fasse plus attention au placement. Ça peut tuer des gens sur la route même. Bien sûr, si tu vas jusqu'à là, ouais, bien sûr que ça peut tuer des gens. Ben oui. Bien sûr. Non, il faut faire attention à ce qu'on propose. Ok. On enchaîne avec un placement qui a été fait par beaucoup d'influenceurs, hein, on va pas se voiler la face, le CPF. CE, c'est une formation qui peut vous permettre d'apprendre des langues, que ce soit l'arabe, l'anglais, et en plus de ça, ils font ça en immersion. Dans des pays arabes comme Dubaï, Marrakech, des pays en plus où vous pouvez kiffer en vacances. D'ailleurs, avec votre compte CPF, tout est frais payé. Tout est frais payé avec votre compte CPF. Là, il y a un nouveau voyage qui se prépare, enfin, je dis un nouveau voyage, mais une nouvelle formation qui se prépare du 5 juin au 9 juin. Ouais, le CPF, c'est illégal. Enfin, c'est devenu illégal du coup. Mais en fait, ça l'a toujours été. Ah, ça a toujours été? Ah ouais, oui. Ah, pourtant, enfin, le vrai CPF, non. Ouais. Mais quand on dit je propose des formations financées par l'État pour kiffer en vacances, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas pour kiffer en vacances, c'est pour apprendre des langues et tout ça, tu vois. Bien sûr, vous allez kiffer en vacances. Du moment que tu apprends l'arabe en vacances, tu vas kiffer en vacances. En fait, il n'y a pas de CPF pour partir à Dubaï, tu vois, faire des safaris, etc. Ouais. Bah, c'était pour apprendre les langues en même temps. C'était un kiff avec apprendre les langues. Non, c'était une douille. C'était une douille, Dylan. Oui, c'est toi qui le dis. Non. Ok, alors c'est... Ouais, mais moi... Il y a même un député qui s'est exprimé là-dessus. Ouais. Je sais, j'ai vu un peu. Arthur Delaporte, voilà. Ça donne des fausses certifications, pour la plupart, qui sont en fait des arnaques, c'est ce qu'il a dit. Et c'est de l'argent qu'on pique aux Français, en fait. C'est les impôts des Français. Moi, ce qui paraît... Enfin, je ne suis pas français, je ne connais pas toutes les lois, mais en fait, c'est genre... moi, comment on me l'a expliqué. En gros, toi, par exemple, tu as travaillé en tant que Français en France, et du coup, tu as un compte où il y a de l'argent qui est versé tous les mois, ce qui est le CPF, un code, exactement, en fonction du nombre d'années où tu as travaillé. Et avec ça, tu peux du coup payer tout ce qui est formation. Oui, sauf que le site que tu promeus pour ce CPF, pour aller kiffer en vacances et apprendre des langues, il y a le site internet, ça va pas, tout est écrit en anglais alors que la loi en France, elle impose de tout écrire en français, le site n'est pas fini, c'est même pas que c'est bancal, c'est que c'est... Ouais. On ne devrait pas faire la promotion de ça. Je sais, mais maintenant, tu me le dis parce que c'est sorti. Mais moi, au début, quand je l'ai présenté, je ne savais pas. Je ne savais pas quand j'ai fait quand on me disait CPS, tu payes ça avec l'argent que tu as mis de côté. En plus, c'est ton argent propre. C'est-à-dire que quand je propose la formation à un Français... Non, c'est l'argent des Français. Enfin, du Français en question, du mec en question. Non, de tous les Français. Pourquoi c'est pas son CPF à lui? Bah non, parce qu'en fait, tous on contribue à payer, c'est l'argent de l'État. On va aborder là un gros sujet, je sais que... Ouais. T'es attendu. Là-dessus, c'est 21 Pods. Ok. 21 Pods. Alors, on se remet dans le contexte. Ça va? Ouais, en montant. Ouais.
On est en novembre 2019, tu es en pleine diffusion avec ta chérie de l'époque qui s'appelle Fidji dans la bataille des couples sur TFX. Et alors, pendant des mois, il y a des centaines de signalements sur Trustpillow, des groupes Facebook qui se créent, qui regroupent des victimes, des pétitions qui recensent plus de 2000 signatures. Vous annonciez, tu me dis à chaque fois si c'est correct ce que je dis, sur vos J'ai pas tout suivi, mais tu dois dire la vérité, je te fais confiance. Bah, 21 Pots, tu dois même mieux connaître que moi. Confiance, ouais. Vous annonciez un tarif au départ de 180 €, vous les proposiez en promo à 80 €. Par la suite, le prix était tombé à 49,90 €, puis 29,90 €. Après, les consommateurs avaient la possibilité d'aller sur le site internet de 21 Pods, de tourner une roulette un petit peu gagnante à coup sûr. Ouais, et le site proposait, donc disait qu'une fois qu'on a gagné, par exemple, j'ai gagné 160 €, je me prends 2 pods, 2 AirPods sans fil, et au moment de payer, on me dit qu'il faut payer, c'est à peu près 15 € la livraison par AirPod. C'est pas exactement ça, mais après je te dirai tout. Ouais, tu me diras, 14,90 je crois. Certains ont payé 45 € de livraison pour 3 AirPods et n'ont jamais rien reçu. Sache que on était 3 derrière ça. J'ai tout pris sur moi, mais on était 3 associés sur ça. Et Fidji, c'est une question.